Voilà les Mériens, deuxième édition. Heureux de vous accueillir parce que nous sommes tous des Mériens, parce que 75% de la surface du globe est faite de mer de glace, parce que 90% du commerce maritime se fait sur mer, que près de 100% des échanges Internet passent sous les mers, notamment celui qui nous permet de vous parler aujourd'hui des quatre coins du monde. Aujourd'hui, après la première édition qui était consacrée aux 500 ans de la disparition de Magellan, 500 ans exactement, nous allons parler un peu d'histoire mais aussi beaucoup d'actualité grâce à ce mythique canal de Suez qui a encore fait parler de lui très récemment. Voilà, Olé les Mériens, ICO, une petite lecture par Myriam Bensassi de l'histoire du canal de Suez par Ferdinand de Lesseps, et dans quelques instants, nous retrouvons nos trois invités. Appliqué à l'étude des questions orientales, mon esprit se reporta naturellement vers l'isthme de Suez. Il n'y a pas un enfant intelligent qui, à la première vue d'une carte géographique, n'ait demandé à son professeur pourquoi l'on n'allait point aux Indes en traversant l'isthme de Suez. Le maître répondait qu'il y avait une différence de niveau entre la mer Rouge et la Méditerranée, qu'il était impossible de creuser dans le désert un canal qui ne fut rempli aussitôt par le sable, etc., etc. Mais aujourd'hui, tous ces fantômes ont disparu. Ce qui était impossible il y a 50 ans est devenu facile avec la vapeur, le télégraphe électrique et tous les moyens que la science a mis à notre disposition. De 1849 à 1854, j'ai étudié tout ce qui se rattachait au commerce entre l'Occident et l'Orient. J'ai reconnu que son mouvement doublait tous les 10 ans, et que l'époque était venue où la formation d'une compagnie pour le percement de l'isthme de Suez pouvait le développer d'une façon merveilleuse. En 1852, lorsque mes études étaient déjà complètes et que je me vis dans l'alternative de gagner à ma cause un vice-roi d'Égypte que ses plaisirs absorbaient ou de m'adresser à Constantinople, je pris ce dernier parti. Mes relations de famille et d'amitié permirent à ma demande d'être examinée et me valurent la réponse que la solution de cette question ne concernait pas du tout la porte, qu'elle était plutôt l'affaire de l'Égypte. Remarquez que plus tard, lorsque l'Égypte eut pris l'initiative du canal, l'Angleterre, qui avait fait faire sans l'intermédiaire du divan le chemin de fer entre Alexandrie et Suez, réclama à la porte au nom de ses droits méconnus. Je gardai alors mon projet et je continuai à m'occuper de mes bestiaux et de ma ferme. Bonjour Alexandre Buccianti. Oui, bonjour. Alors, vous êtes, je crois, à l'endroit même où le sujet du canal de Suez se passe, c'est-à-dire dans un pays qui s'appelle L'Égypte, me semble-t-il, en tous les cas la terre des pharaons. Vous êtes Alexandre de cette famille Et italienne Grand, installée. n'oublions pas quand même. Vous êtes installé depuis longtemps par vos familles, votre famille, Alexandre. Je vois derrière le portrait de votre ancêtre, non? Oui, non, c'est mon grand-père Alessandro Buccianti, mais lui, c'est un jeune, puisqu'il y a un autre Alessandro Buccianti qui est en 1794. Et vous êtes égyptien, italo-égyptien, c'est ça? Non, puisque mon père a perdu la nationalité italienne, donc je suis égypto-français. Égypto-français et surtout bien connu de tous les auditeurs de France Média Monde, de RFI, et vous avez commenté l'actualité. Vous la commentez encore depuis très longtemps. En 1988, quand je suis arrivé à Alexandrie, ce fut ma belle rencontre, Alexandre. Merci d'être là. Je voudrais saluer Bruno Tertrais. Bonjour. Bonjour Bruno, vous êtes plutôt parisien là, j'ai l'impression. Tout à fait. Vous êtes un grand politologue. Il faut d'ailleurs vous lire à travers vos livres. Je pense notamment à l'Apocalypse n'est pas pour demain, pour en finir avec le catastrophisme. Alors on verra s'il y a du catastrophisme sur mer, mais vos livres et puis vos articles, vos papiers, l'Express avec des cartes magnifiques qui nous racontent l'histoire géopolitique du monde. Vous êtes politologue, spécialiste d'analyse géopolitique et stratégique, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, et vous avez réédité un livre formidable, indispensable, qui s'appelle L'Atlas des frontières, murs, migration et conflits aux arènes, avec Delphine Papin à lire de toute urgence. Caroline Piquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes entre Paris et Le Caire, en fait, j'ai l'impression. Alors, là, je suis à Marseille physiquement, mais j'enseigne effectivement à Paris à Sorbonne Université. Voilà. Et j'ai passé une partie de ma recherche au Caire.
Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de la Sorbonne. Et puis surtout, vous avez consacré une part non négligeable de votre recherche et peut-être même de votre vie, de vos études, et en tout cas de votre travail intellectuel d'historienne, au Canal de Suez à travers un livre tout à fait indispensable qui s'appelle Le Canal de Suez, une voie maritime, qui a été d'abord édité puis réédité, une voie maritime pour l'Égypte et le monde, qui a été réédité en 2018 chez Éric Bonnier. Alors Caroline, on va commencer avec vous parce que vous allez nous raconter un peu beaucoup l'histoire de ce canal. J'ai découvert d'ailleurs en faisant quelques recherches que notre ami Ferdinand de Lesseps avait été vice-consul à Tunis, où je me trouve actuellement, et la distanciation sociale obligeant, je porte un masque. Mais racontez-nous cette aventure qui semble dater d'il y a bien plus longtemps d'ailleurs que Lesseps lui-même. Alors, l'aventure du canal de Suez, c'est le désir ancien de relier la mer Méditerranée et la mer Rouge. Donc, effectivement, ça remonte à l'Antiquité. Et dès l'Antiquité, on y a répondu par un système de canaux entre les bras du Nil et la mer Rouge. Donc, c'est effectivement une volonté ancienne. Alors, la question d'un tracé direct, c'est-à-dire d'un percement véritablement de l'isthme, est évoquée pour la première fois par Venise à la fin du XVe siècle, dans une volonté, comment dire, de sauver un petit peu son commerce avec les Arabes au moment où les Portugais s'imposent en mer Rouge. Mais il n'y a pas encore les moyens techniques véritablement pour se lancer dans cette réalisation. Alors, le projet est évoqué aussi sous la monarchie, sous Louis XIV, au XVIIIe siècle également. L'idée étant toujours un petit peu de prendre de court les concurrents commerciaux, à savoir au XVIIIe siècle les Anglais au niveau de l'archipel indien. Mais c'est véritablement l'expédition de Napoléon en 1798, c'est ce qu'on appelle l'expédition d'Égypte, qui va être une étape fondamentale parce que Napoléon arrive non seulement avec des soldats, mais il débarque aussi avec toute une équipe de scientifiques qui, pour la première fois, vont se pencher sur la faisabilité technique de ce canal de Suez. Donc, on peut dire que le canal actuel remonte véritablement à l'expédition d'Égypte de Napoléon. Ensuite, il faut citer peut-être l'action des Saint-Simoniens qui, les premiers, vont mettre en place une société d'études pour le canal de Suez, en y associant d'ailleurs un certain nombre de techniciens et ingénieurs anglais, et aussi l'ingénieur en chef, le ministre des Travaux publics de Mohamed Ali, qui était alors un Français, Adolphe de Belfond. Et donc, on a là tout un terreau qui va favoriser la réflexion sur la faisabilité technique avant que Ferdinand de Lesseps, alors lui qui n'est pas du tout un technicien, ne s'y intéresse. Alors, Ferdinand de Lesseps, c'est surtout en fait la réalisation diplomatique. Il va permettre finalement d'obtenir l'accord de l'Égypte pour creuser ce canal. Ça m'a beaucoup rassuré de voir qu'un diplomate, parce que c'est aussi mon métier, tout d'un coup peut devenir un entrepreneur. Enfin, ceci dit, il a quand même assez mal fini, votre Ferdinand de Lesseps, semble-t-il, avec ce scandale du Panama, mais on en dira peut-être un mot. Mais en l'occurrence, Lesseps, c'est une famille de diplomates, de père en fils. Il est d'ailleurs vice-consul à Nice, il ira à Alexandrie, il va être à Barcelone, il est ambassadeur à Madrid. Et comment, tout d'un coup, alors j'imagine qu'il avait acquis des contacts quand il était en Égypte, il avait donc des amis, des amitiés. Comment a-t-il pu, Lesseps, faire le canal de Suez? Et est-ce que le canal de Suez se serait fait s'il n'avait pas existé? Pardon, j'ai pas bien compris votre dernière remarque. Est-ce que le canal de Suez aurait pu se faire si Lesseps n'avait pas existé? Alors oui, je crois que personne n'est indispensable dans l'histoire et comme on l'a vu, il y avait quand même toute une émulation intellectuelle et scientifique et technique autour de ce canal dès les années 1840-1850. Mais il est vrai que Ferdinand de Lesseps va apporter une expertise diplomatique, il va apporter aussi une amitié. Son amitié, c'est celle avec le fils de Mohamed Ali, qui est alors le vice-roi d'Égypte, et le fils de Mohamed Ali qui va passer une partie de son enfance auprès de Ferdinand de Lesseps. Et lorsqu'il arrivera au pouvoir au début des années 1850, il sera évidemment plus favorable à un projet que son père tenait un petit peu en réserve parce qu'il avait peur que ce projet ne soit la porte d'entrée des intérêts français et britanniques, ou enfin plus généralement des puissances européennes, ce sur quoi d'ailleurs il n'avait pas tout à fait tort. Et il faudra donc toute
la diplomatie d'un Ferdinand de Lesseps pour convaincre le petit-fils le fils de Mohamed Ali, de le convaincre que cette voie maritime sera aussi utile à l'Égypte. Alors ça sera 10 ans de travaux. Il s'agit quand même de relier Port Saïd sur la Méditerranée à Suez sur la mer Rouge. C'est des travaux considérables et coûteux. Et qui paye ? Alors, le canal de Suez est considéré comme le plus grand chantier du 19e siècle. Il a d'ailleurs une place tout à fait particulière dans l'histoire du BTP, de l'histoire des travaux publics en général. Alors, qui paye ? Alors, évidemment, il y a un coût très lourd. Et pour le financer, Lesseps va passer par ce qui est alors très en vogue à l'époque, c'est-à-dire les sociétés anonymes. Et il va donc fonder une compagnie qui va s'appeler la Compagnie universelle du canal de Suez. Universelle parce que Ferdinand de Lesseps en appelle en fait à la souscription du monde entier, en espérant d'ailleurs que l'Angleterre, qui est la plus grande puissance maritime de l'époque, y contribue. Alors donc il y a une souscription qui a un énorme succès en France. Donc les actionnaires sont essentiellement français. Et il manque 44% des actions malgré tout. C'est donc l'Égypte qui va racheter ces actions. Et il faut bien dire que c'est l'Égypte qui va très fortement participer à ce creusement, ce qui lui vaudra d'ailleurs un endettement assez fort dans les années 1860-1870, qui explique aussi une partie de sa banqueroute au milieu des années 1870. L'inauguration du canal, c'est 1869. C'est spectaculaire, je crois, non ? Ah oui, c'est un petit peu le grand moment d'abord, la France est à l'honneur, puis il y a toute la famille impériale, et puis pour l'Égypte, le canal est encore considéré comme une création égyptienne. Comme on l'a vu, l'Égypte est encore l'actionnaire majeur du canal. Donc pour l'Égypte, c'est un moment de gloire. Ça symbolise un petit peu l'Égypte ouverte sur la modernité, sur les enjeux de demain. Donc c'est un très grand moment. Et qui d'ailleurs, rappelons-le, que Mohamed Sissi, je parle du président Sissi, oui. A repris toute la symbolique de la première inauguration a été reprise lors de l'inauguration des travaux de 2015. Donc il y a une symbolique forte autour de l'idée d'une Égypte nouvelle qui est née au moment de l'ouverture du canal de Suez. Merci Caroline. Alexandre, est-ce que 1869, a priori, vous n'étiez pas là pour couvrir pour RFI ? Non, mais le grand-père du monsieur derrière moi y a assisté. On n'est pas parfait. Hein. Mais par contre, quand vous étiez gamin à l'école, chez les jésuites, on devait vous apprendre le canal de Suez d'une manière un peu différente, peut-être celle que nous enseignons, nous, dans nos écoles, non ? Oui, non, très différente. Il ne faut pas oublier que le programme, notamment d'histoire géo, était mis par l'État, un État nassérien, ultra-nationaliste. Et donc, moi, ce que j'ai appris en tant que gamin, c'était 100 000 morts pour creuser le canal de Suez, les ouvriers réduits en esclavage, corvéables à merci, qui crevaient de soif. On ne parle même pas du choléra, d'ailleurs, alors que c'est la cause principale de mortalité dans le percement du canal de Suez, et 1,5 million de travailleurs. Et puis, juste après, la lâche et triple agression de 1956, on va y arriver. Bon. On va y arriver dans les deux choses qu'on retient, la nationalisation du Grand Nasser, la lâche et triple agression et les 100 000 morts au départ. Bruno, quand vous étiez enfant, le canal de Suez, et un peu plus tard, ça vous disait quelque chose ? Bien sûr, à cause de sa dimension mythique. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de voir une magnifique exposition sur ce sujet à l'Institut du monde arabe, où j'ai appris beaucoup de choses sur le sujet. Mais dans l'histoire que nous apprenions en tant qu'enfants, adolescents, c'est vrai que le canal de Suez était à la fois avec cette dimension mythique, mais il était aussi associé, en effet, aux événements de 1956, puisque la France était très directement impliquée. C'était un des deux
deux pays avec la Grande-Bretagne qui avaient souhaité s'opposer au dessein de Nasser, essentiellement, alors on peut y revenir, mais essentiellement parce que l'Égypte soutenait l'Algérie et qu'il y avait d'énormes enjeux politiques pour la France, sans parler bien sûr de la dimension israélienne. Donc, c'est vrai que la crise de 1956 reste très associée dans l'imaginaire français au canal de Suez et réciproquement. Très bien, dans quelques instants on se retrouve pour parler des grands enjeux stratégiques et aussi de cette histoire du XXe siècle, mais on va entendre la petite chronique du musée de la Marine qui est évidemment liée, cette fois-ci encore, au canal de Suez. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette chronique, nous allons vous présenter un document essentiel sur les liens qui unissent le canal de Suez avec le Musée national de la Marine. C'est un très beau panorama de la ville de Port Saïd, qui est une des villes qui a été construite à l'occasion du percement du canal de Suez. Et cette vue, nous la devons à un personnage aussi essentiel au Musée de la Marine, c'est l'amiral Paris, qui a dirigé le musée dans le dernier quart du 19e siècle. Alors l'amiral Paris, il a tout de suite été impressionné, d'ailleurs il avait été sollicité par la compagnie du canal de Suez par cette entreprise. Il entretenait d'ailleurs une relation de confiance et des liens forts avec Ferdinand de Lesseps, et donc il était présent à l'inauguration du canal de Suez. Il a donc réalisé plusieurs dessins, et notamment cette vue de Port Saïd, qui était présentée dans la première salle du musée de la Marine au palais du Louvre à l'époque. Et donc ces vues encadraient un très beau diorama qui représentait le canal de Suez et qui mesurait près de 10 mètres de long et plusieurs mètres de large. Ce diorama, il a servi de modèle à des dioramas plus petits qui ont été envoyés dans les écoles sur commande du ministère de l'Instruction publique, passé auprès de la Graff, ce qui montre bien l'importance du canal pour la France en 1869 lors de son inauguration. Alors Paris, qui assistait à l'inauguration, a également dressé des plans de navires. Et parmi ces navires, il y a notamment un dahabier. Le dahabier qui est à la fois un bateau de transport et d'habitation. Et ce dahabier, il était celui de Ferdinand de Lesseps. Nous en avons le modèle, qui a été réalisé de façon contemporaine au dessin de Paris, et que vous pouvez voir également. Vous le voyez, nos collections sont assez riches en objets qui nous proviennent du canal de Suez. Nous avons également une peinture qui représente l'aigle. L'aigle, c'est le yacht impérial à bord duquel l'impératrice Eugénie assiste et je dirais même inaugure en premier le canal de Suez. Et ce yacht, l'aigle, est assez exceptionnel parmi tous les modèles de yachts qui étaient dans les familles, notamment impériales ou royales, et qui permettaient à l'époque de se déplacer. Nous avons également une très belle série de photographies que nous devons à Hermé Désiré et qui permet de documenter en 1866 l'avancée des travaux du canal de Suez. Alors vous le voyez, le canal de Suez et le Musée national de la Marine, c'est une longue histoire, et c'est une histoire assez forte, puisque l'amiral Paris est pour nous un personnage important. Le musée de Port-Louis, d'ailleurs, lui rend un hommage à travers son parcours. Et pour nous, le canal de Suez, ce sera aussi un moment fort du futur parcours du Musée national de la Marine sur le site de Chaillot, avec cette vue de Port Saïd qui sera présentée pour illustrer notamment l'importance des économies maritime et du transport maritime dans la vie quotidienne des Français. Ce sera l'objet d'une galerie du futur parcours, et dans ce parcours nous reviendrons à la fois sur le passé avec cette histoire du canal de Suez, le présent avec l'actualité encore brûlante liée au transport maritime et à l'axe stratégique que représente le canal de Suez, et puis évoquer aussi l'avenir, puisque on sait que le transport maritime va représenter et représente déjà des enjeux forts en termes à la fois stratégiques, économiques, mais aussi environnementaux. Alors le canal de Suez est particulièrement d'actualité. On l'a vu au mois de mars quand un porte-conteneur gigantesque, le Ver Given, a bloqué ce canal pendant quelques jours. Mais je voudrais demander à Bruno Tertrais de nous dire pourquoi ça a été un tel écho, pourquoi tout d'un coup on a reparlé du canal de Suez. Est-ce que l'économie était bloquée et qu'est-ce que représente aujourd'hui cette géopolitique des détroits, de la circulation, par où passe-t-on? On a parlé de l'Arctique, on a parlé évidemment de la route par le sud, par l'Afrique. Pouvez-vous nous faire une petite carte rapide de cette circulation de l'économie, des marchandises et des hommes à travers le monde, les frontières et les détroits, mon cher Bruno?
Oui, bien sûr, vous l'avez dit en commençant cette émission, le commerce maritime, c'est 90% du trafic de marchandises. C'est absolument phénoménal. C'est-à-dire que c'est bien sur la mer que repose aujourd'hui l'économie mondiale, notamment depuis 30 ans, notamment depuis le début de ce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler la mondialisation. Alors, on a beaucoup parlé de cette affaire, d'abord parce que c'était assez visuel, voire pittoresque de voir ce porte-conteneurs géant bloquer la circulation. Il l'a bloqué parce que malgré le fait qu'il y a, on en reparlera, beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup de travaux d'élargissement du canal au fil des décennies, il y a quand même aujourd'hui des porte-conteneurs géants et même super géants, qu'on appelle des super géants, qui sont d'une telle taille qui font effectivement, qui peuvent bloquer telle une arête de poisson ou tel quelque chose qui bloque une artère, bloquer l'économie mondiale. Alors attention, le canal de Suez, c'est pas le premier point de passage dans ces grands points de passage de l'économie maritime, de l'économie mondiale. Les détroits sont plus importants. Alors, les détroits, c'est des eaux internationales, alors que les canaux, comme celui de Suez ou celui de Panama, ce sont des eaux nationales, et puis c'est surtout des œuvres de l'homme. Hein. Mais les principaux points de passage du commerce maritime aujourd'hui, c'est d'abord le détroit du Pas-de-Calais. Les Français ne le savent pas toujours, mais c'est le principal point de passage de l'économie mondiale en termes de commerce maritime. Il y a bien sûr le détroit de Malacca en Asie du Sud-Ouest, qui est véritablement le tuyau d'approvisionnement en pétrole de l'Asie, mais c'est aussi bien sûr dans l'autre sens l'une des principales voies d'approvisionnement de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique en produits asiatiques. Et puis il y a aussi une troisième dimension, c'est ce qu'on appelle les routes maritimes, on en reparlera peut-être, avec bien sûr le développement du commerce maritime et pour multiplier et rendre moins onéreux le transport maritime entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis, on pense de plus en plus aux routes arctiques, c'est-à-dire au-dessus de la Russie, ce qu'on appelle la route maritime du Nord, qui permettrait à la Chine de passer directement, de prendre le raccourci polaire pour aller vers les États-Unis et l'Europe. Et puis il y a aussi le fameux passage du Nord-Ouest, qui est là plutôt du côté nord-américain. La question de savoir si ces routes arctiques pourront ou non se substituer partiellement et dans quelle ampleur, dans quelle mesure aux routes traditionnelles du commerce maritime sera une des grandes questions géopolitiques mondiales des 20 ou 30 prochaines années. Merci Bruno de ce tracé de l'histoire et de la géographie de la circulation des marchandises. Alexandre, vous étiez vous là comme journaliste, correspondant pour de nombreuses chaînes françaises au moment où l'Ever Given a bloqué le canal, il y a maintenant 2 mois. Le monde entier en a entendu parler. Est-ce que c'est parce que l'image était spectaculaire de ce petit bateau qui bloquait toute la circulation, enfin 10% je crois de la circulation mondiale, ou est-ce que ça a résonné beaucoup à l'international et moins en Égypte? Comment vous avez vécu ça, vous, Égyptiens? Alors, évidemment, il y avait ces images impressionnantes. Hein. Il n'est pas si petit, ce bateau, il fait 220 000 tonnes, donc c'est pas du tout petit. Et tout ce qui portait, je veux dire, c'est tout le problème d'ailleurs, c'était comment tirer un mastodonte pareil. Et quelque part, pour les Égyptiens, c'était presque une sorte de conspiration. Encore une fois, il y a eu des théories de la conspiration, ce qui est classique aujourd'hui, pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde entier. Hein. Il y a les platistes. Donc voilà, il y avait ce bateau qui arrêtait le canal de Suez, qui était une des sources, avec la chute du tourisme, qui était une des sources de devises étrangères essentielles pour l'Égypte. Donc il y avait une sorte de défi aux yeux des Égyptiens et il y a une grande fierté à ce que ce bateau finalement a été sorti grâce à des efforts du canal de Suez sans pratiquement d'aide étrangère. Donc il y a un côté de fierté nationale qui a joué une fois de plus autour du canal de Suez, mais en même temps il y avait au niveau international, c'était catastrophique pour tout ce commerce qui allait vers l'Europe ou qui partait d'Europe pour aller en Chine. Et il n'y avait plus de bateaux, d'ailleurs, puisque les bateaux
qui revenaient à vide d'Europe pour aller chercher de la marchandise étaient bloqués à Port Saïd, au nord de la Méditerranée. Les autres étaient bloqués au sud. Donc, on a eu à un moment donné 450 bateaux, mais tous des monstres, qui étaient bloqués. Et donc, vous savez, 12% du commerce mondial qui s'arrête pour une semaine, c'est énorme, parce que c'est 12% tous les jours. Donc, on peut imaginer, je ne sais pas, des conteneurs de machines, outils, de masques pour la France, par exemple. Donc, tout ça a été bloqué et le commerce en a pâti. Ce n'est pas seulement l'Égypte qui a perdu 15 millions de recettes par jour, de recettes du canal de Suez, mais elle a perdu beaucoup plus parce qu'il y a la dimension de son image, les assurances qui vont augmenter sur les bateaux traversant le canal de Suez. Et donc aujourd'hui, le Ever Given est bloqué dans le lac Amer par l'Égypte, qui est saisi. Et l'Égypte réclame 900 millions de dollars de dommages et intérêts à la compagnie maritime Evergreen qui a affrété le porte-conteneur géant. Caroline, merci beaucoup Alexandre de ce regard venant d'Égypte. Est-ce que de Marseille où vous êtes, mais surtout à partir de votre connaissance, est-ce qu'il y a eu d'autres blocages du canal de Suez dans son histoire? Est-ce qu'il y a eu des moments critiques, les tensions à partir de 1869? Est-ce qu'il y a eu des risques en effet que ce canal soit bloqué? Alors oui, le blocage du canal, ça fait partie de l'histoire du canal et pas simplement du canal de Suez, de toutes les routes maritimes. Mais concernant le canal, il y a deux types de blocages. Il y a les blocages dus aux guerres, donc il y en a eu plusieurs. Il y a eu les deux guerres mondiales, il y a eu la crise de Suez et évidemment la fermeture de 8 ans après la guerre des 6 jours, dans un blocage sérieux. Mais malgré tout, le commerce mondial a poursuivi sa route et a pris tout simplement d'autres routes maritimes. Et il y a un deuxième type de blocage dû à des accidents. Et là aussi, ça fait partie de l'histoire du canal. Dès les premières années, il y a eu des problèmes d'accidents. Alors, ce que ça nous montre, en fait, ce que nous montre l'Ever Given, c'est que l'enjeu aujourd'hui pour les canaux maritimes et pour le canal de Suez en particulier, c'est l'adaptation à une navire marchande qui est prise dans une sorte de fuite en avant sur la capacité des navires. Donc, on a aujourd'hui des navires qui sont 100 fois plus gros que les navires pour lesquels a été construit le canal de Suez. Hein, le premier navire à avoir circulé dans le canal de Suez était un 2000 tonnes, c'était le Péluse. Aujourd'hui, on a des 240 000 tonnes dans le canal de Suez et rien ne dit qu'on va s'arrêter là. Donc, il y a aujourd'hui un vrai défi qui est un défi économique et aussi écologique concernant cette navire marchande. Voilà. Eh bien, écoutez, sans parler du catastrophisme auquel ne croit pas Bruno Tertrais, on va écouter, puisqu'on parle beaucoup d'Arctique ces derniers temps. Hier se tenait à Reykjavik le Conseil de l'Arctique qui a permis à la présidence russe de commencer pour 2 années. On va demander à Salomé Sifaoui avec Parlons Livre de nous parler des grandes routes du Nord maintenant. On va prendre un peu froid quelques instants. Bonjour Olivier, en effet, lorsque le canal de Suez fut bloqué par l'Ever Given, beaucoup ont évoqué l'alternative de la route maritime du Nord en Arctique. Ce sont les Russes en mars qui l'ont soufflé au monde. Vous pourrez bientôt emprunter la route du Nord, disent-ils. Pour éclairer cette nouvelle hypothèse, nous nous sommes plongés dans l'ouvrage de Thierry Garcin, Géopolitique de l'Arctique, 2e édition paru chez Economica. Thierry Garcin nous prévient dès la première page de son livre « L'Arctique n'est pas et ne sera pas le boulevard du commerce international ». Thierry Garcin décrypte la complexité stratifiée de l'Arctique par chapitre, traitant de géographie et d'histoire, de sciences et de droit, d'économie, tout en passant par les enjeux militaires. Pour approfondir et déconstruire nos prétendues connaissances arctiques, nous avons lu Géopolitique des pôles vers une appropriation des espaces polaires, rédigé par Frédéric Lasserre, Anne Choquet et Camille Escudé-Joffre, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Frédéric Lasserre récuse également l'idée d'autoroute polaire qui viendrait concurrencer les routes commerciales traditionnelles passant par Suez ou Panama. Rassurez-vous, non, donc, la guerre des pôles n'aura pas lieu. Pas tout de suite, en tout cas.
En mai, on s'évade avec Lydie Lescarmontier. À défaut de pouvoir voyager, on voyage avec La Voix des pôles, paru chez Flammarion en février dernier. Avant la voix, c'est la vue des pôles. Lydie Lescarmontier se faisant photographe avant d'être écrivaine. L'ouvrage s'ouvre sur une série de photos, toutes prises sur la décennie 2008-2018. La didactique de Lydie Lescarmontier s'inscrit dans une alternance entre la contemplation, l'apprentissage, l'action, à travers le récit de la connaissance distillée entre chaque chapitre. La Voix des pôles, c'est la découverte du paradis blanc. Lydie Lescarmontier nous fascine dans sa description de l'Antarctique, de ses premiers regards, de la découverte du premier matin du monde, pour ne citer que ces mots. Si vous pensez qu'avec les vacances à la montagne, vous avez vu beaucoup sur les glaciers, Lydie nous le dit bien, il n'y a pas de paysage semblable à ce qui lui est donné de voir le 1er novembre 2008. Une odeur sans odeur, un air à la saveur inconnue, une gifle d'absolu. C'est donc d'une extrême poésie que de voyager avec Lydie Lescarmontier au fin fond de l'Arctique. Mais il y a aussi, chez Lydie Lescarmontier, beaucoup d'humour. On rit souvent, surtout dans l'Astrolabe, la navette qui va de Tasmanie à Dumont-d'Urville, qui se faufile entre les vagues et les glaces, que les chanceux connaisseurs appellent le Gastrolabe. Si vous aussi, vous voulez approfondir et compléter l'expédition antarctique avec Lydie Lescarmontier, je vous conseille de lire L'empreinte des glaces, carnet de voyage sur l'Astrolabe en collaboration avec Romain Garros, paru chez Elitis en 2018. Merci à tous. Merci Caroline. Nous revenons au show, au canal de Suez. Alexandre Bouchanti en direct du Caire. Qu'est-ce que le canal de Suez a représenté dans l'histoire, dans la construction du nationalisme égyptien? Évidemment, c'était, vous l'avez dit, enfant, le fruit du colonialisme, les souffrances, les victimes. Qu'est-ce que représente au XXe siècle et au XXIe siècle le canal de Suez aujourd'hui? Le canal de Suez, c'est tout simplement le mythe fondateur du nasserisme. 1956, Nasser nationalise le canal de Suez. Cela est très bien accueilli par la population égyptienne. Les Français, convaincus par les Israéliens que les Égyptiens aident militairement les Algériens, interviennent alors qu'ils n'ont aucun intérêt dans le canal de Suez, puisque les actions sont plutôt détenues, surtout par les Anglais. Israël y avait racheté la part égyptienne, et il y a les Anglais et les Israéliens, et donc c'est à l'école, on nous apprenait la lâche et triple agression. Ça marche pas, ça se casse la gueule. Entre-temps, le canal est quand même fermé. Puis il y a 67, le canal est fermé à nouveau. Entre-temps, Nasser était devenu, grâce au canal de Suez, le grand leader du panarabisme. Et puis il y a Sadat qui réouvre le canal de Suez en 75 et se construit un début de gloire avant d'aller en Israël, de faire la paix. Et puis, il y a Sisi qui devient Sisi Seps en doublant sur 72 km le canal de Suez. Et on fait une grande fiesta, comme on l'avait fait lors de la première inauguration, où on avait ramené Eugénie, Napoléon III n'était pas venu. Et donc, on peut, en Égypte, évidemment, raconter des histoires sur le Khedive et l'impératrice, mais enfin, toujours est-il que c'était inauguré avec un bateau français. Et là, de nouveau, c'est un bateau français qui a inauguré le canal de Suez, la frégate Tahya Masr, qui était fabriquée en France et sur laquelle il y avait le président Sisi Seps et le président français Hollande. Et donc, l'histoire se répète en quelque sorte. Et Sisi a construit, lui aussi, en quelque sorte, sa légitimité sur le canal de Suez. Mais chose importante, il est en train de changer l'histoire à mes yeux, puisque pour la première fois de l'histoire, le poids spécifique de l'Égypte, qui était surtout concentré dans la vallée du Nil, est en train d'aller à l'est vers le canal de Suez. Donc il y a une nouvelle voie d'eau qui va prendre la place du Nil, l'Égypte,
don du Nil selon Hérodote, et l'Égypte risque de devenir don du canal de Suez, puisque déjà la nouvelle capitale administrative, qui n'a pas de nom, pourquoi pas Sisi City, se trouve à 50 km entre Suez et le Caire, à équidistance, et toutes les industries et les efforts, etc., sont faits sur le canal de Suez. Donc c'est un grand déplacement, en fait, dans l'histoire. Oui, énorme. C'est le premier dans l'histoire. Caroline, 2015, vous avez réédité votre livre. Pourquoi rééditer votre livre? Qu'est-ce que ça a changé 2015? Ce qui a changé, c'est à la fois la dimension du canal et la dimension des enjeux vis-à-vis des autres routes maritimes que Bruno Tertré a évoquées et sur lesquelles il reviendra. Et ce qui a changé aussi, justement, ce qui n'a pas changé, c'est le discours autour du canal. Ce qui est intéressant, et je crois que Alexandre Buchanty l'a très bien montré, c'est comment le pouvoir de Sisi, qui est alors très fragile, rappelons-le, puisqu'en fait, il lance le nouveau programme du canal de Suez quelques semaines après son arrivée au pouvoir, qui se fait dans un contexte tendu, c'est-à-dire l'élimination du président des Frères musulmans Morsi, après d'ailleurs la révolution de 2011. Donc c'est dans un contexte très tendu politiquement que Abdel Fattah el-Sisi a besoin de ce canal de Suez pour recréer une sorte de ciment national. Et effectivement, ça a fonctionné. Donc, je crois qu'en 2015, le canal a une dimension plus politique véritablement qu'économique, parce que quand on regarde les statistiques actuelles du canal de Suez, il y a quand même très peu d'évolution en termes de nombre de navires par jour entre 2008 et aujourd'hui. Donc, en tout cas, les effets immédiats en termes économiques ne sont pas encore immédiats. Par contre, je crois que c'était une action politique de la part de Sisi de se réinscrire dans l'histoire nassérienne et au-delà, puisque comme ça a été dit, il prend aussi tous les symboles de la première inauguration, histoire de dire que oui, le canal, malgré cette longue histoire, malgré cette histoire aussi de colonisation, est redevenu pleinement égyptien et qui participe à la fierté égyptienne, avec aussi l'idée d'un front nouveau de développement et toute une zone, d'ailleurs comparée à Singapour, une zone de développement maritime avec à peu près 6 ports intégrés créés à la fois sur la mer Méditerranée et sur la mer Rouge. Merci Caroline. Vous, Bruno, qui avait cette vision du monde, est-ce que vous pensez d'abord qu'il y aura un après-Covid? Est-ce qu'on va consommer moins, circuler moins, commercer moins? Comment vous voyez les grands rapports de force d'ailleurs entre pays, entre puissances, la circulation, ce monde des frontières et des détroits? Alors, il y a ce qui ne changera pas et ce qui pourrait changer. Ce qui ne changera pas, c'est la physique, les lois de la physique et la géographie. Les lois de la physique, ça veut dire qu'il sera toujours plus économique et infiniment moins cher de transporter des marchandises ou des hydrocarbures ou d'autres choses par bateau que ça ne le sera par avion. Ou alors, peut-être dans 2 ou 3 siècles, ça sera différent, mais le transport maritime restera de toute façon une composante essentielle de l'économie mondiale. La géographie, ça ne changera pas non plus, mais on peut en altérer parfois les contours. Il y a un vieux rêve depuis plusieurs décennies qui consisterait à percer ce qu'on appelle l'isthme de Kra, c'est-à-dire c'est une petite langue de terre thaïlandaise, pour faire un nouveau canal qui permettrait de gagner quelques jours au commerce maritime entre l'Asie et l'Europe. Pour l'instant, ça coûte beaucoup trop cher et donc ça reste un projet, même si les Chinois en parlent de temps en temps. Et puis, il y a ce qui pourrait changer. Alors, vous avez parlé de la reprise de l'économie mondiale. Alors là, on peut faire tous les paris ou toutes les prospectives qu'on veut sur l'ampleur de cette reprise. Il semble qu'on se dirige vers une reprise rapide de l'économie et du commerce et donc vers une nouvelle augmentation du trafic maritime. Il y a ce qui peut changer à moyen terme, c'est éventuellement probablement une réduction de la consommation d'hydrocarbures, ce qui voudrait dire que peut-être que le nombre de navires qui transportent du pétrole et du gaz pourrait diminuer à moyen terme, encore que aujourd'hui, on préfère souvent transporter du gaz naturel liquéfié par navire
que par gazoduc. Donc ça, on verra si ça changera vraiment. Ce qui pourrait changer aussi, bien sûr, c'est l'impact du changement climatique sur les routes dont nous parlions tout à l'heure, les routes arctiques. Vous avez eu raison de souligner, Olivier Poivre d'Arbor, que ce n'est pas tout de suite, et certainement pas dans les 10 années qui viennent, que ces routes vont concurrencer les grandes routes dont nous parlions tout à l'heure et qui passent par ces détroits et canaux. Et enfin, il y a aussi une autre dimension dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui compte, c'est ce que j'appelle l'impérialisme maritime, c'est-à-dire ces puissances telles que la Chine notamment, qui cherchent à étendre leur domaine maritime d'une manière qui est tout à fait contestable du point de vue du droit. Et on voit que, par exemple, là où il y a le détroit de Malacca, dont je parlais tout à l'heure, un autre grand point de passage du commerce maritime comme le canal de Suez, eh bien, la Chine cherche à étendre toute sa souveraineté sur l'ensemble de la mer de Chine du Sud et à terme, sans doute, contrôler le détroit de Malacca lui-même, ainsi que les autres grands détroits d'Asie du Sud-Est, tels que le détroit de la Sonde. Et ça pourrait effectivement changer la manière dont le commerce maritime à l'avenir se déroule. Merci. On va faire un petit hommage avec une dernière lecture de Myriam Bensassi de l'histoire du canal de Suez de Lesseps, et puis on se retrouve pour une petite conclusion avec mes trois invités. Myriam Bensassi. Nos dragues, dont les couloirs étaient aussi longs qu'une fois et demie la colonne Vendôme, enlevaient de 2 à 3 000 mètres cubes par jour. Et comme nous en avions 60, nous parvenions à extraire par mois jusqu'à 2 millions de mètres cubes. C'est une quantité dont personne ne peut se faire une idée exacte. Tâchons pourtant de nous en rendre compte en nous servant de comparaison. 2 millions de mètres cubes couvriraient toute la place Vendôme et s'élèveraient à la hauteur de 5 maisons posées les unes au-dessus des autres. 2 millions de mètres cubes couvriraient encore toute la chaussée des Champs-Élysées jusqu'à la hauteur des arbres, entre l'obélisque et l'Arc de Triomphe. Ou bien, tout le boulevard depuis la Madeleine jusqu'à Bastille serait occupé jusqu'au premier étage des maisons. Voilà ce que nous enlevions par mois. Il a fallu 4 mois pour les 400 000 mètres cubes du Trocadéro, tandis que nous en creusions 2 millions en un mois. Rendons justice, messieurs, aux hommes de science et de courage qui ont exécuté cet immense travail. Ils ont bien mérité de la patrie et de la civilisation. Il y a quelques mois, nous dûmes annoncer à notre Assemblée générale que le canal serait ouvert le 17 novembre. Il l'a été, en effet, non sans difficulté, non sans de terribles émotions. Je n'ai jamais vu aussi clairement que la chute est bien près du triomphe, mais en même temps que le triomphe appartient à celui qui, marchant en avant, met sa confiance en Dieu et dans les hommes. 15 jours avant l'inauguration du canal, les ingénieurs viennent me dire qu'entre 2 sondages pratiqués de 150 en 150 mètres, au moyen de puits carrés où pouvaient se tenir 12 hommes, on a découvert une roche très dure, qui brisait les godets de nos dragues. On nous a reproché de ne pas nous en être aperçus plus tôt. Est-ce qu'on pouvait faire des sondages plus rapprochés sur une longueur de 164 km ? À cette fâcheuse nouvelle, je cours à l'endroit indiqué. Il y existait une lentille de roche, s'élevant jusqu'à 5 mètres au-dessus du plafond du canal et ne laissant que 3 mètres d'eau. Que faire ? Tout le monde commence par déclarer qu'il n'y a rien à faire. D'abord, m'écriai-je, vous allez demander de la poudre au Caire, de la poudre en masse. Et puis, si nous ne pouvons pas faire sauter le rocher, nous sauterons nous-mêmes. Les souverains étaient en route pour venir au rendez-vous. Toutes les flottes du monde avaient été convoquées. Elles allaient arriver. Il fallait à tout prix être en mesure de les recevoir. L'intelligence et l'énergie de nos travailleurs nous ont sauvés. Pas une minute n'a été perdue et tous les navires ont pu passer. On commence. Voilà. Caroline. Voilà. Merci à Myriam d'avoir lu ce beau texte de Lesseps. Nos invités apprennent à se connaître, profitant des intermèdes. Caroline, cette histoire de Suez, pour vous, elle est terminée. Vous allez rééditer votre livre bientôt parce qu'il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer encore ? Est-ce que vous allez arriver à sortir de Suez, de l'Égypte et de ces grands pharaons que vous avez décrits et de ce Lesseps qui est quand même formidable parce que il a fait plein de choses. Il a fait aussi 17 enfants pendant cette période de son existence. Oui, et puis Suez, comme on l'a dit, c'est pas simplement Lesseps, c'est Nasser, c'est Sadat, d'une certaine manière Sissi, et chez tous les hommes qui ont participé. Alors c'est difficile de sortir de Suez parce que c'est un objet d'histoire, c'est effectivement 150 ans de l'histoire de l'Égypte, c'est 150 ans de l'histoire maritime. Alors on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais à travers toutes les statistiques du canal, on peut faire une histoire
de l'industrialisation de l'Europe, de la mondialisation sur les 2 derniers siècles. C'est absolument formidable. Alors non, ça ne va pas s'arrêter, puisque Suez, on le voit, est au cœur de l'histoire de l'Égypte et puis des enjeux économiques et stratégiques également. Sur quoi travaillez-vous maintenant? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre... Alors, je me suis intéressée, j'ai, si vous voulez, poursuivi la route du canal de Suez vers le golfe Persique, et je me suis intéressée ensuite aux Émirats arabes unis et à cette région-là, mais on est encore dans une continuité, puisqu'effectivement, le pétrole et l'importance du golfe Persique passent aussi beaucoup par la question du canal de Suez, et on reste sur des enjeux similaires. Vous êtes toujours dans cette... en vous rapprochant avec Marseille dans cet univers du Moyen-Orient, du monde arabe? Oui, avec l'histoire des Émirats, l'idée c'est de voir un petit peu non seulement les routes du pétrole, mais effectivement le développement de certains centres, de certains pôles économiques. C'est le cas du Golfe, qui ont été longtemps des producteurs, mais aussi qui sont aussi des consommateurs. Et donc ces nouveaux pôles économiques changent aussi la dimension des routes maritimes et du trafic. Donc, ce sont de nouveaux enjeux. Donc, c'est pour ça qu'il y a peu de chances que ça s'arrête, à moins que le trafic maritime subisse une déconvenue. Mais là, on est parti sur une dynamique plutôt, comment dire, forte, puisqu'il semblerait que, d'ailleurs, le commerce maritime soit un des secteurs qui est le mieux résisté à la crise du Covid, qui semble même s'en sortir très bien, avec une très forte demande. Je vous le confirme. J'espère en tout cas que le secteur de l'édition ira aussi bien et que votre livre, Le Canal de Suez, une voie maritime pour l'Égypte et le monde, se vendra à de très nombreux exemplaires. Il est passionnant, il faut le lire. Je suis sûr que Bruno Tertrais va pas manquer de le lire, mais je recommande cet Atlas des frontières qui est vraiment indispensable. J'ai vu que derrière Alexandre, il y avait des dictionnaires, mais il faut mettre l'Atlas des frontières de Bruno Tertrais, Delphine Papin. Bruno, ce monde, cette circulation, ça vous inspire des réflexions, des livres, des essais, des papiers? Enfin, c'est votre métier de géopoliticien et stratège. Écoutez, je compte en tout cas continuer à approfondir le sujet des frontières, notamment maritimes, parce que je pense que c'est un sujet majeur dont la dimension géopolitique est souvent mal connue en France, y compris parce que ça pose des questions de droit international qui sont complexes. Donc, je compte bien poursuivre, lorsque j'en ai le temps, mon travail sur ce sujet, de même que sur les questions démographiques et migratoires, qui sont très liées, bien sûr, aux frontières. Et enfin, je ne désespère pas, puisque vous avez eu l'amitié de présenter un livre que je continue à revendiquer, un livre optimiste et anticatastrophiste de 2011 qui s'appelait « L'apocalypse n'est pas pour demain ». Je ne désespère pas, 10 ans plus tard, de lui donner une forme de suite. Merci en tout cas pour cette émission. Et je dois dire que sur le canal de Suez, moi j'estime, de mon point de vue plus large de géopoliticien, géopolitologue plutôt, pardon, c'est une expression qu'on n'emploie pas souvent, que le canal a un bel avenir, parce que la géographie, encore une fois, est ce qu'elle est, et il n'y aura pas d'alternative au passage par le canal de Suez entre la Méditerranée et l'océan Indien. Et donc, je pense que ce canal a un bel avenir pour l'Égypte et pour le monde. Ah, Alexandre, vous voilà rassuré. Votre Égypte éternelle va continuer à... Ah oui. Hein? Oui, d'autant plus que j'ai un projet de toucher 1 euro sur chaque bateau qui passe. Hein. Ça va pas faire beaucoup au stade actuel, 52 € par jour, mais Inch'Allah, ça va s'améliorer. Mais pour revenir à la grande symbolique, en France, on a commencé à parler de déboulonner Colbert, de déboulonner Napoléon. Leur statut en tous les cas. En Égypte, on a déboulonné dès la fin de 1956 la statue de Lesseps. Et il y a eu plein de tentatives pour la réinstaller, même pas à l'entrée du canal de Suez, mais jusqu'à présent, des résistances sont énormes, puisque aux yeux des Égyptiens, de Lesseps était un esclavagiste qui a créé la ruine de l'Égypte et qui a roulé le Khedive. Donc, ça reste une image très négative. Par contre, le canal, non seulement le canal, mais le Sinaï, le Nord Sinaï, où il y a encore pas mal d'attentats terroristes, avec une masse
d'Égyptiens qui vont commencer, grâce au canal de Suez, à habiter de l'autre côté du canal, je pense que ça risque aussi de changer l'image et la forme du Nord Sinaï qui reste jusqu'à présent désertique. Merci Alexandre. Voilà, écoutez, en effet, vous avez rappelé qu'il y a 20 000 bateaux qui passent par an, à raison de 50 par jour dans le canal de Suez. J'ai dédié cette émission à la personne avec qui j'ai visité la première fois le canal. C'était en 88. C'était Edmond Charleroux. Edmond Charleroux, dont le père avait été président de la compagnie du canal de Suez, le grand-père aussi d'ailleurs. Et Edmond, en 88, pensait qu'elle était encore la reine de Suez et du canal. Voilà, donc je lui dédie cette émission. Je voudrais vraiment beaucoup vous remercier parce que vous êtes tous les trois dans des registres différents absolument passionnants. Je rêve de vous faire vous rencontrer ici à Tunis. C'est pour moi l'occasion de remercier et saluer cette production de l'Alémérien, la 2e édition, produite par la Saison Bleue. Remercier Rim Benzina et toute son équipe, évidemment. Et puis nos 2 partenaires formidables que sont le Musée national de la Marine et Historia. Voilà, merci à vous 3. Salam, 3e édition de l'Alémérien. Ça va vous intéresser, j'imagine aussi. Sera consacrée au pôle, à la géopolitique des pôles, à l'occasion notamment de la réunion du traité de l'Antarctique que la France accueille à partir de la mi-juin. Donc nous allons remonter. Caroline, bonne journée à vous. Merci beaucoup pour cette émission et bonne journée à tous. Profitez bien. Bruno. Merci beaucoup. Alexandre, en arabe. Assalamu alaikum et puis arrivederci quand même. Hein. Grazie mille. Salam. Merci. Hola les Mériens, c'est terminé. Rendez-vous pour la 3e édition de l'émission.